Salut les topiens. Il s'en passe des choses en ce moment à Disneyland Paris avec la réouverture de ce qu'on appelle World Premiere que j'ai pu enfin aller découvrir. World Premiere, c'était l'ancien studio 1, ce Main Street couvert qui reproduisait un plateau de cinéma et qui introduisait les visiteurs à la thématique générale du Walt Disney Studio. Mais le parc, vous le savez, en 2026 va changer de nom, ça va s'appeler Disney Adventure World et une toute nouvelle storyline a été écrite dans les zones historiques du Walt Disney Studio. Et ça a commencé du coup par la refonte complète du Studio 1 en un petit peu plus d'un an. Cet endroit a été complètement transformé et vous introduit à la nouvelle thématique du parc. Donc avant, effectivement, c'était un plateau de cinéma et on entrait en fait comme dans les coulisses de la réalisation d'un film. Et là, la thématique a complètement changé. On est dans un décor qui se veut plus réaliste. On est dans un quartier de Los Angeles à la tombée de la nuit, alors même que se déroule une avant-première sur le Hollywood Boulevard. Et puis, le World Premiere s'étend désormais au-delà même de ce bâtiment dans une zone qui s'appelle le World Premiere Plaza et qui continue aussi à se dévoiler. Désormais, dans ce World Premiere, vous avez deux zones. La première qui est un restaurant qui s'appelle The Hollywood Gardens Restaurant, qui offre une vue sur un Los Angeles à la tombée de la nuit. Et puis en face, vous avez la nouvelle boutique, Mickey's of Hollywood Boutique. Et tout au long de votre traversée du bâtiment, vous avez des références à Los Angeles, mais aussi à Disney. D'un côté, vous avez cette immense enseigne lumineuse qui s'appelle le Disney Theater World Premiere. C'est là en fait que vous traversez l'écran en quelque sorte et que vous devenez un personnage du film puisqu'on a retiré cette histoire autour des plateaux de cinéma. Cette enseigne lumineuse, elle peut faire penser au Capitaine Theater et dans lequel régulièrement Disney fait des grandes avant-premières. Et puis de l'autre côté, lorsque vous quittez World Premiere, vous passez par Burbank, le siège social de la Walt Disney Company, là où se trouvent les studios d'animation Disney, avec plein de petites références au travail des animateurs. J'ai vu des retours plutôt mitigés sur cette nouvelle zone et je dois vous avouer que, pour ma part, je trouve ça extrêmement réussi. D'abord, le travail sur la lumière. C'est vrai que cette histoire qui consiste à dire qu'on est à la tombée de la nuit, juste avant une avant-première, je me suis toujours demandé si ça allait bien rendre en intérieur avec un tel plafond. Et oui, je trouve que ça fonctionne. Il y a une ambiance très mélancolique et romantique qui se dégage dans cette nouvelle zone et ça fonctionne d'autant mieux dans le Hollywood Garden Restaurant qui respire encore plus cette ambiance mélancolique. De manière générale aussi, on se sentait un peu étouffé dans le studio 1 et il y avait probablement effectivement trop de façades. Et c'est vrai que d'avoir retiré une partie du toit et de la terrasse du Hollywood Garden Restaurant fait respirer cet espace. L'ajout des faux arbres aussi rajoute un cachet très particulier à la zone. Et donc j'avoue que ça a complètement fonctionné sur moi. Cette ambiance art déco qui avait commencé à s'installer à World Premiere Plaza, on la retrouve là aussi très fortement du côté de la boutique. Et là pour moi aussi, la boutique, c'est un vrai coup de cœur. Pour moi, cette ancienne boutique était l'une des pires du resort. C'était un peu brouillon, il y avait beaucoup de Star Wars et de Marvel. Elle est certes plus minimaliste, mais je trouve que pour autant, les thématiques n'ont pas été mises de côté dans ces boutiques. On retrouve des touches d'art déco. J'ai adoré aussi découvrir cette statue de Mickey. C'est un des endroits qui est le plus éclairé, forcément, pour bien identifier les produits. Mais là aussi, je trouve que le travail sur l'éclairage et le mélange entre ce bleu et cette lumière un peu plus forte pour la boutique fonctionne extrêmement bien. On retrouve aussi le corner Pandora qui est au même emplacement que dans la précédente version du Studio 1, mais là aussi parfaitement intégré, d'ailleurs beaucoup mieux intégré que dans la nouvelle boutique Disney Glamour. Et puis aussi, j'ai vu beaucoup d'échanges autour de la musique, puisque vous savez, ce qu'on appelle la BGM, la musique d'ambiance de la zone a été complètement retravaillée, et elle s'étend donc de ce World Premiere jusque dans World Premiere Plaza. J'avais très peur de cette nouvelle BGM parce que je n'aime pas du tout la BGM de l'entrée du Walt Disney Studio qui avait été modifié il y a de ça aussi quelques années. Et là pour moi c'est un vrai coup de cœur. En fait cette bande son est entrecoupée de réorchestration de Cinémagique qui était l'attraction emblématique du Walt Disney Studio et qui racontait justement ce passage de la salle de cinéma à l'écran lorsqu'un spectateur traversait l'écran devant tous les autres. C'est un peu l'histoire qu'on veut raconter dans ce World Premiere. J'ai trouvé que c'était un super clin d'œil et de retrouver des réorchestrations différentes de Autant en emporte le vent et de Cinémagique m'a vraiment beaucoup touché. Et par ailleurs, les autres musiques sélectionnées sont pour moi aussi des très bons choix. Oui, c'est vrai qu'on entend des musiques effectivement qui sont pas forcément liées à des attractions et à des histoires qui sont racontées dans le parc. Il y a par exemple Indiana Jones, il y a du Star Wars, j'ai vu aussi qu'il y avait du Wall-E, du Avatar. Pour moi, ce sont effectivement des orchestrations hollywoodiennes emblématiques. Mais vraiment, j'ai été très envoûté par cette ambiance. Peut-être effectivement que parfois ce son s'approche un petit peu trop de certaines zones comme Crush Coaster, les tapis d'Aladin. Et puis vous le savez aussi, le World Premiere, il a été allongé. Il y a désormais deux sorties dans le World Premiere. Le bâtiment a été un petit peu agrandi. Une sortie sur la droite, une sortie sur la gauche, une sortie qui est couverte. Ça permet de faciliter la circulation à l'intérieur de ce bâtiment qui était probablement trop petit et trop étroit dès le départ. Le plafond est assez bas. Il y a des affiches
des attractions et des spectacles qui sont présentés dans le parc. On reprend là en fait un classique des parcs Disney, celui du passage en dessous de la gare de Main Street, où là aussi le plafond est très très bas, où il y a des affiches un peu partout, et ensuite on découvre le décor, et forcément ce plafond très bas va contraster avec l'immensité du Hollywood Tower Hotel. C'est une technique qui est souvent utilisée à l'entrée des Magic Kingdom pour impressionner le visiteur et le plonger directement dans l'histoire. Là aussi, les touches Art déco, les affiches s'intègrent vraiment très bien. Il y a néanmoins un petit problème sur le sol qui s'est très vite dégradé, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et puis ensuite on débarque sur World Premiere Plaza, où là pour le coup, je vous avoue, un problème qui demeure au niveau de ce qu'on appelle Partners, cette statue de Walt et de Mickey qui se retrouve dos au Studio 1 derrière une fresque qui, selon moi, ne s'intègre pas du tout à l'univers de Walt et de Mickey et qui ne raconte pas quelque chose de suffisamment fort. Et par ailleurs, personne ne se prend en photo avec Walt tout simplement parce qu'on ne le voit pas. On le voit que lorsqu'on sort du parc. C'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un des partners qui est le moins bien placé. En principe, un partners est toujours situé derrière un décor qui évoque un univers Disney, que ce soit les châteaux. Ce Partners-là, avec Walt qui tient la main de Mickey, est supposé être au Magic Kingdom. Et dans ce parc-là, on est supposé avoir un autre Partners, celui de Walt qui est un peu plus jeune et qui est avec sa valise. Vous savez, c'est le fameux Suitcase and a Dream, sa valise est un rêve, et Mickey qui est juste à côté et qui évoque en fait le début de son aventure à Hollywood. Et pour moi, c'est cette statue-là qu'il faut installer dans ce parc et déménager l'autre dans le Disneyland Park. Avant le Premiere Plaza aussi, ce qui est un peu raté, c'est l'ancienne zone Monstres et compagnie qui était très fun. Et aujourd'hui, c'est une zone complètement oubliée qui devient un espace fumeur qui fait vraiment triste. Donc c'est vrai que autour de la sortie du World Premiere, c'est plutôt raté, alors que jusque-là, ça marchait bien. Donc globalement, pour moi, c'est plutôt réussi. Le travail sur la lumière, sur le son, sur les thématiques, c'est vraiment assez réussi, je dois reconnaître. Est-ce que pour autant, ça fait aujourd'hui du Walt Disney Studios un meilleur parc Disney ? Non. La fin des travaux, d'ailleurs, c'est pas uniquement que dans le Walt Disney Studios en ce moment. Dans le Disneyland Park aussi, les espaces couverts à proximité du Casey Corner se dévoilent. Vous savez, cette zone qui est réimaginée depuis quelques temps, avec l'espace de rencontre avec Stitch qui est désormais couvert. Et donc le Casey Corner s'étend un petit peu en extérieur avec cette terrasse qui sera désormais couverte. Plusieurs zones couvertes comme ça vont arriver à Disneyland Paris pour contrer la météo délicate de notre pays. Et donc j'ai trouvé ça aussi très réussi. La couleur de la terrasse rappelle celle du Casey Corner et cet espace respecte selon moi le thème victorien de la zone et il me semble que cette terrasse sera ouverte au public à partir du mois de juin. Même chose aussi du côté de Castle Stage et du Théâtre du Château. Là j'ai pas d'image malheureusement, mais j'ai vu aussi que en fait les backstage s'étaient agrandis pour que les artistes en fait n'aient pas à passer au milieu des allées du parc avant de débuter le spectacle et donc ils peuvent se changer, bénéficier de loges en fait dans un vrai backstage qui a été désormais installé au Théâtre du Château. Et puis à Discoveryland, ça c'était l'annonce que personne n'avait vu venir, il y a bientôt l'ouverture d'un bar en extérieur, une terrasse qui accueillera d'ailleurs les droïdes de Mandalorian, les fameux BDX qui se baladent déjà en ce moment à Discoveryland. Un nouveau bar qui s'appellera Lounge Lightspeed dans une zone en fait qui n'a jamais été utilisée, qui est en fait située au niveau de la station de Discoveryland qui n'est quasiment plus utilisée par le Disneyland Railroad et donc juste en dessous du Star Speeder qui d'ailleurs a été installé là plutôt récemment puisqu'avant il n'était pas à cet emplacement et donc on pourra déguster des cocktails, des snacks en présence des droïdes. Il y a même paraît-il une référence à Rex. Vous savez, Rex c'est l'ancien pilote de Star Tour qu'on retrouve dans la file d'attente de l'attraction et qui a été un petit peu démembré, remonté, qui est devenu DJ dans la cantina de Star Wars Galaxy's Edge et qui pourrait apparemment là aussi refaire une apparition. En tant que grand fan de Star Wars, j'ai très hâte de tester cette expérience. Le bar sera ouvert de 13 h jusqu'à 22 h jusqu'à fin septembre. J'espère que c'est une expérience qui pourra être maintenue. Cependant, le bar, à mon avis, n'aura pas non plus une très grande capacité, donc il faudra voir aussi en termes d'exploitation comment ça se gère. Voilà pour cette vidéo travaux, réouverture. C'est vrai que ça fait du bien en ce moment de visiter le parc avec toute l'offre de spectacles et la fin des travaux. Plus qu'une toute petite étape avant l'ouverture du Disney Adventure World, des extensions dans le second parc. Vraiment très hâte de suivre ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!